bienvenue pour cette rencontre de lancement de Révèle ta voix. Merci à la direction des politiques éducatives de la région Hauts-de-France et à Edifice de nous proposer ce temps de discussion. Merci à tous les enseignants de vous y être inscrits. On est ravis de vous retrouver. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un sujet épineux. On va discuter orientation. Alors, on a quelques chiffres qui peuvent faire un peu froid dans le dos, mais vous inquiétez pas, on va décrypter tout ça très très vite dans la rencontre. Ces chiffres, 39% des élèves de 15 ans ne savent pas encore ce qu'ils feront plus tard. Bon, jusqu'ici, à 15 ans, ne pas savoir ce qu'on va faire plus tard, c'est pas inquiétant. 56% des jeunes de 18 à 24 ans se disent en recherche de sens et d'engagement dans leur vie professionnelle ou de leurs études. Ça non plus en soi, c'est pas forcément inquiétant. Au contraire, chercher à donner du sens et de l'engagement, c'est plutôt pas mal. Par contre, au moment où vous en êtes, et c'est ça le chiffre qui est embêtant, c'est que près de la moitié des étudiants ne savent pas quel choix effectuer à ce moment clé parcours. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que les élèves, et on va vous demander de lever la main dans les classes, est-ce que vous vous retrouvez dans l'une ou plusieurs de ces affirmations? Ne pas savoir ce que vous ferez plus tard, besoin de sens et d'engagement, et pas savoir quel choix effectuer aujourd'hui. On va demander à vos enseignants de nous écrire dans le chat s'il y a moins de la moitié, à peu près la moitié ou plus de la moitié de votre classe qui a levé la main parce qu'elle se reconnaît dans l'une ou plusieurs des affirmations suivantes. Ça va nous donner déjà un petit panorama de là où vous vous trouvez aujourd'hui. Alors, je vois qu'il y a déjà des classes qui sont en train d'écrire. On va avoir quelques réponses. Moi, je pense qu'à 15 ans, je ne me rappelais pas non plus, je ne savais pas non plus si ce que je voulais faire plus tard. Ah, plus de la moitié pour ma classe de seconde générale. Désolée, nous venons d'arriver, pouvez-vous reformuler la question? Bien sûr. Alors, 39% des élèves de 15 ans ne savent pas encore ce qu'ils feront plus tard. 56% des jeunes de 18 à 24 ans recherchent du sens et de l'engagement dans leur vie professionnelle et dans leurs études. Et près de la moitié des étudiants ne savent pas quel choix effectuer à ce moment clé de leur parcours. Si vos élèves se retrouvent dans l'une ou plusieurs de ces affirmations, les élèves levez la main et on va demander à vos enseignants de nous écrire si vous représentez moins de la moitié, à peu près la moitié ou plus de la moitié. Une petite moitié pour une autre classe, plus de la moitié pour la classe de M. Meyer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réponses ou est-ce qu'on avance? Je vois qu'il y a des classes qui sont en train d'écrire. Environ 50% savent ce qu'ils veulent faire plus tard. C'est pas mal, c'est bien. OK. Donc, pour le moment, on est quoi? On est 27, à peu près 25-27 classes participantes aujourd'hui. On va dire qu'à peu près 10% ont répondu à ce sondage et qu'on a déjà quand même plutôt les 2/3 qui se sont reconnus dans les affirmations. La moitié également pour la classe de terminale. OK, donc non, c'est moitié-moitié. Ça marche. Merci pour vos réponses. Bon, du coup, si vous avez levé la main, sachez qu'aujourd'hui, on va justement tenter tous ensemble de vous donner des clés pour résoudre ces problèmes. Alors, on va d'abord réfléchir ensemble à ce besoin de sens dans son activité professionnelle, se demander d'où ça vient, pourquoi c'est essentiel pour se sentir à sa place. On va partir dans un univers du coup un petit peu philosophique, mais quand on cherche du sens, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt souhaitable de se poser 5 minutes pour réfléchir à cette question. Ensuite, on va revenir à des outils très très concrets et pratiques puisqu'on va vous proposer une méthode, une sorte de boussole pour vous repérer dans vos propres valeurs et ce qui vous donne envie de vous investir. On sera accompagné pour ça par Martin Serralta, que vous devez voir à mes côtés, et qui accompagne justement les individus et les organisations avec cet outil de questionnement. On va l'accueillir dans 2 secondes. Et puis, pour que cette réflexion puisse s'ancrer vraiment dans votre contexte d'élève aujourd'hui, on rencontrera ensuite Aurore Clouet, que vous devez voir aussi autour de moi dans les petites vidéos. Aurore Clouet qui est psychologue au sein de l'Éducation nationale et qui va partager avec vous des informations sur tous les outils et toutes les personnes ressources dans vos établissements auxquels vous pouvez faire appel pour vous accompagner sur ce chemin. Avant de vous mettre en relation directe avec Martin qui animera donc le premier temps, est-ce qu'il y a des élèves qui auraient envie de partager avec nous des anecdotes sur peut-être des difficultés ou des ressentis, ou d'ailleurs pas nécessairement que des difficultés, ça peut aussi être plutôt des choses positives pour inspirer les autres, justement par rapport à cette question d'orientation. Si c'est le cas, levez la main dans l'outil, comme ça on voit que vous voulez prendre la parole et on vous appelle au micro. Est-ce qu'il y a des élèves parmi vous, dans vos classes, qui aimeraient nous partager? Ce n'est pas forcément des galères, encore une fois, on peut partager des choses sympas et motiver les autres.
Non, pas pour le moment. Bon, il faut qu'on dégivre tous un petit peu, c'est normal. On ne se connaît pas, on ne va pas forcément se raconter nos histoires tout de suite. Du coup, n'hésitez pas, en tout cas tout le long de la rencontre, à partager vos questions, vos remarques dans le chat ou en venant au micro. On espère qu'avec tout ça, on fera augmenter un petit peu les chiffres de la confiance en vous et en votre avenir professionnel, au moins dans les Hauts-de-France. Et je laisse tout de suite la parole à Martin. D'abord, peut-être, tu peux commencer par te présenter. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Martin Serralta, je suis prospectiviste. Alors prospectiviste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je travaille sur le futur, mais pas n'importe quel futur, précisément le futur que l'on souhaite construire. La prospective, ça ne consiste pas à prédire le futur, je ne suis pas du tout Madame Soleil, je n'ai pas de boule de cristal, c'est plutôt de construire le futur que l'on souhaite voir advenir. Autrement dit, comment on peut se rapprocher le plus possible de nos rêves, de nos ambitions. Et ça, effectivement, comme Déborah le disait, je le fais auprès d'individus, auprès d'entreprises, d'associations et d'États qui s'intéressent depuis les années 60 à la prospective. Très concrètement, c'est vraiment le type de structure que j'accompagne. À côté de ça, je fais de l'enseignement et de la recherche méthodologique sur ce sujet. C'est ce qui m'a amené à travailler notamment sur le point qu'on va envisager ensemble aujourd'hui, c'est-à-dire finalement exactement de la façon dont Déborah le présentait tout à l'heure, savoir ce qu'on va faire plus tard, mais plutôt créer les conditions qui vont faire qu'on va faire plus tard ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on hérite même de la philosophie antique. En Chine, il y a plusieurs centaines d'années, on disait déjà, voire milliers d'années, pardon, on disait déjà, l'idée c'est cherche un travail que tu aimes, comme ça tu ne travailleras jamais. Autrement dit, trouver quelque chose qui va vous animer, dans lequel vous allez naturellement mettre de l'énergie. Et ça marche évidemment pour les individus, mais aussi pour les collectifs. Quand ensemble, on sait et on est animé par un projet qui nous anime très fortement, eh ben, on trouve de l'énergie pour le faire et on arrive à faire des choses extraordinaires. C'est tout le sens de la prospective. Si je le dis de façon un peu plus amusante, mon métier, on peut aussi dire que c'est le métier de bouffon. C'est souvent on dit bouffon comme une insulte, mais en fait, à l'époque du Moyen-Âge, quand on avait un bouffon, c'était pour pouvoir construire le futur qu'on souhaite voir advenir. Autrement dit, les rois et les reines qui avaient des bouffons, ils utilisaient ces bouffons pour les challenger, les titiller, les embêter un peu au quotidien pour les aider à rester alignés avec le sens, avec le projet pour leur propre royaume. Et c'est le métier que je fais au quotidien. Et je dois dire que de mon point de vue, c'est un des meilleurs jobs du monde, puisque finalement, en posant des questions un peu qui fâchent, des questions pas très confortables au début, on aide chacune et les grands collectifs à trouver ce qu'ils veulent faire. Alors pour vous parler de ce sujet, on va envisager, je vais vous parler de ce sujet de façon par étapes. La première étape, c'est on va partir dans quelque chose de peut-être assez philosophique, qui consiste à se dire, mais finalement, pourquoi c'est pas si simple et pourquoi nous, comme individus, on a souvent du mal à savoir ce qu'on veut faire dans le futur. Et ça vous concerne vous, pour au moins une moitié d'entre vous, mais ça concerne aussi les adultes et beaucoup de collectifs. Vous le voyez bien, d'ailleurs, en ce moment, on voit bien que dans certains États, en France aussi, on a du mal à identifier précisément ce qu'on veut faire. On va regarder ça d'un point de vue philosophique, on va aller rentrer dans le détail de ce qu'on appelle, ou ce que le philosophe Bergson appelle l'élan vital, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous anime fondamentalement, voir pourquoi on résiste un peu à cette idée, et puis très concrètement, voir comment on peut faire ça ensemble. Déborah, est-ce que tu veux que je pose une question avant que je continue ou que je développe le premier point ? Alors, en fait, on peut leur demander déjà s'ils ont une question par rapport à ce que tu viens de dire. Je n'ai pas de question particulière, mais peut-être que eux, oui. Est-ce que vous avez déjà, par rapport à sa présentation, par rapport à son métier, par rapport à ce qu'il a déjà évoqué, vos élèves ont des questions que vous pourriez nous partager dans le chat?
Eh bien, il semblerait... Ah, il y a une classe qui écrit, donc il semblerait qu'on ait une question qui arrive. Là, j'essaye le micro. Oui. Ah bah, est-il prévu d'enregistrer la visio et de diffuser un replay? Oui. Voilà. Du coup, pas de question sur toi, mais on a résolu la question du replay. Tu peux y aller. Super. Ok. Alors, la première étape, c'est juste de se rendre compte que, contrairement à ce qu'on a pensé pendant assez longtemps, ou en tout cas de ce qu'on a voulu penser, notamment au 18e, au 19e et particulièrement au 20e siècle, nous ne fonctionnons pas comme des machines. Nous sommes des systèmes complexes. Et ça, on en a tous conscience, c'est-à-dire que parfois on fait des choses et puis les autres réagissent d'une façon différente. Parfois, on sent nous-mêmes qu'on réagit de façon étonnante. Et en fait, depuis la fin du 19e et le début du 20e siècle, on s'intéresse très précisément au fonctionnement des systèmes complexes. Alors, les premiers systèmes complexes qu'on connaît, ce sont les systèmes vivants. Très certainement dans vos cours de SVT, mais aussi dans d'autres cours, vous avez pu étudier les différents systèmes vivants tout au long de votre cursus scolaire. Et c'est très intéressant d'étudier tous les systèmes vivants, qu'ils soient humains ou non humains, parce que, en fait, les systèmes vivants ont des caractéristiques qui expliquent notre complexité et dont certaines caractéristiques vont nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Les systèmes vivants, on dit que c'est des formes de vie qui sont ouvertes, auto-organisées et qui interagissent avec leur environnement. Alors, ça peut paraître complexe comme ça, mais en fait, évidemment, ça veut dire simplement qu'on fonctionne avec une membrane, avec plein de diversité à l'intérieur. Alors, pour prendre une image plus simple, c'est comme une forêt. Un système vivant, une forêt, c'est un système vivant avec plein d'arbres différents, des buissons, des plantes, etc. Mais on pourrait dire que c'est la même chose pour une entreprise et évidemment, c'est la même chose pour un individu. C'est-à-dire qu'on a ces caractéristiques dans notre corps, on a différentes parties qui sont différentes, le cœur, les différents organes, les poumons, etc., la rate, le pancréas, qui interagissent ensemble. Et on interagit évidemment avec notre environnement. Ça donne une caractéristique très particulière au système vivant, cette hétérogénéité, le fait qu'on est composé de systèmes qui sont complètement différents, qui est que, comme la météo ou comme les organisations humaines, en fait, on ne peut pas prédire précisément le futur et on ne peut pas prédire précisément comment un système vivant va évoluer. Pour vous donner un exemple concret, quand vous utilisez une machine, typiquement une machine à laver, vous appuyez sur marche et a priori, elle va faire exactement ce que vous avez prévu, sauf si elle est en panne. Sur un système vivant, ce n'est pas exactement ça. Sur un système vivant, en fait, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte et il y a tellement d'évolutions et ce qu'on appelle des feedbacks, c'est-à-dire en fait des rétroactions entre les éléments, comme entre deux individus, mais même ça se passe de la même façon dans notre cerveau, qu'en fait, on ne peut pas exactement prévoir comment les choses vont évoluer. Et en plus, on a une autre caractéristique, qui est la caractéristique qui est, comme quand on a de la fièvre, ou comme quand on a accès à des informations nouvelles, c'est qu'on résiste absolument à toute forme de changement. Alors, j'explique. Pour la fièvre, vous êtes attaqué par une bactérie, votre corps va monter en température pour activer votre système immunitaire, pour lutter contre les bactéries, et son objectif, c'est de revenir à l'état d'équilibre précédent, autrement dit, à une stabilité en ayant éliminé les microbes. Et bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre psyché, notre cerveau, notre cognition, notre rapport au monde, c'est exactement la même chose. On peut savoir, par exemple, que notre mode de vie actuel, il a tendance à détruire la planète, mais on va naturellement résister à ce phénomène pour finalement garder le même état d'équilibre qu'avant. Et ça explique aussi pourquoi tous les systèmes vivants, finalement, c'est ce qu'on appelle scientifiquement l'homéostasie, va résister à toute forme de changement. On va y revenir dans un instant. Mais la caractéristique fondamentale sur laquelle je voudrais m'arrêter une seconde, qui est absolument différente de celle des machines, c'est que tous les systèmes vivants ont un élan intérieur, ce qu'on appelle en biologie un élan autopoïétique. Ce n'est pas la peine de retenir ce nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
dans l'ADN d'une graine, par exemple, mais aussi dans ce qui constitue les valeurs, la dynamique d'un collectif, eh bien, il y a quelque chose qui part de l'intérieur. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'un système, il est déterminé par son environnement. Un système ouvert et complexe, il est impacté par son environnement, mais c'est bien ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est codé, cet élan vital qui détermine son rapport au monde. Je vais prendre un exemple très concret et je vais m'arrêter avec la philosophie pour descendre dans des choses plus simples. Si vous prenez une graine, on apprend dans les petites classes, ça fait longtemps que vous avez fait ça, que pour pousser une graine, elle a besoin d'eau, de chaleur et de nutriments développés. Mais il n'y a aucun de ces éléments, ni l'eau, ni la chaleur, ni les nutriments, qui vont faire que la graine va devenir un chêne, ou un tournesol, ou un iris, ou une jonquille. C'est bien l'ADN qu'il y a à l'intérieur de la graine. Et très précisément, le scientifique Francisco Varela a montré que c'était une caractéristique fondamentale des systèmes vivants. Autrement dit, qu'on était guidé, on pourrait dire qu'on est guidé par un élan intérieur. C'est ce que le philosophe Henri Bergson a appelé l'élan vital. C'est la terminologie qu'il utilise. Certains disent la raison d'être. Moi, je trouve que la notion d'élan vital est particulièrement intéressante, c'est-à-dire quelque chose qui nous guide à agir au monde. Et cette énergie d'agir au monde, juste pour être clair, c'est pour la graine, c'est codé dans son ADN. Et pour nous, on va rajouter une couche de cognition là-dessus, c'est-à-dire de pensée, pour se dire, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire au monde? On nous dit que c'est assez métaphorique. C'est vrai, on va aller vers du très concret derrière. Vraiment, n'hésitez pas. On comprendrait très bien que vous n'ayez pas envie de vous mettre devant la caméra, mais vous pouvez vous mettre sur le côté, éventuellement. Ok, on peut continuer. Alors, pour sortir de la métaphore, même si ce n'est pas tout à fait une métaphore, c'est plus une explication de comment les systèmes vivants fonctionnent. Ce que je vous propose, c'est de voir pourquoi c'est aussi difficile de connaître ce qui nous anime, pourquoi parfois on a du mal à... Martin, pardon, on a une question qui a sauté entre-temps. Alors, la classe d'Henri Philippe nous dit, comment sait-on si on a une bonne graine? Alors ça, c'est une question éthique en fait. La question, c'est avant de savoir si elle est bonne ou mauvaise, parce que ça dépend de la façon dont on regarde le monde, la question, si on le prend sur un plan assez philosophique, c'est de savoir surtout si, de mon point de vue, si on a vraiment identifié ce qu'il y avait dans la graine ou si simplement on a pris quelque chose dans notre environnement, quelque chose où on a dit c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est ça qui est la bonne solution, ou les autres ont fait comme ça, tu devrais faire pareil. Moi, je pense que la bonne graine, c'est celle qu'on est tous, je pars du principe qu'on est tous des bonnes graines, mais surtout qu'on a souvent, et en particulier du mal à savoir pourquoi et vers où on veut aller. Je vais vous poser une question très simple. À votre avis, pourquoi c'est aussi difficile de changer ou de connaître notre élan? Pourquoi c'est aussi difficile de connaître, finalement, de savoir ce qu'on veut faire? Alors, Est-ce que vous avez des éléments de réponse là-dessus? Et alors ça, au micro, ce serait pas mal si vous pouviez venir au micro partager vos réponses. Parce que c'est tellement, ça peut être nécessaire de développer un petit peu une réponse qui vous serait donnée. Donc, s'il y a des élèves un peu courageux qui se sentent de venir au micro, ou on a peur que ce soit gênant, ce que je comprendrais aussi. Ah, Estelle Ernoux, vous avez levé la main. Eh bien, écoutez, avec plaisir, venez au micro, on vous écoute. C'est un élève qui va parler. Hein. Absolument, on vous écoute. On ne peut pas trop savoir notre élan parce qu'il y a plein de métiers qui sont différents. On a plein de choix qui s'ouvrent à nous. Donc, on est un peu perdu, on ne sait pas trop quoi faire. La quantité de choix. Ok, la quantité de choix, très bien. Ouais, c'est une très bonne réponse. L'influence de la famille, l'éducation, les traumas, absolument. C'est là où, par rapport à la... C'est difficile pour nous, on est des ados écrits en grand. Ok, alors peut-être ça va vous surprendre parce que souvent les adultes, ils portent un masque qui donne l'impression qu'ils savent beaucoup mieux que vous, mais intrinsèquement, tous les êtres humains ont du mal avec cette question.
Alors, c'est plus facile de répondre à la question quand on est déjà dans quelque chose, mais la proposition et la méthode qu'on va vous proposer cet après-midi, c'est une méthode qui ne consiste pas à se substituer à vos conseillers d'orientation et aux ressources qui vont vous être présentées à la fin, parce qu'elles sont nécessaires et elles vont vous aider. C'est plutôt de poser la question en amont, de remonter en amont pour savoir précisément qu'est-ce qui vous anime, pour que vous puissiez non pas choisir entre des métiers, mais plutôt en partant de votre élan, vous dire « Ah bah tiens, est-ce qu'il y a des métiers qui correspondent à cet élan ? Est-ce qu'il y a des choses, des activités, des métiers, des orientations, des études qui correspondent à ma vraie nature ?» Alors, Martin, et on a des réactions aussi dans le chat. On peut confondre attente et envie réelle, c'est-à-dire qui recouvre nos vraies aspirations. Et on nous pose une question, est-ce que le fait de travailler nos qualités, nos compétences, nos valeurs peut nous aider à trouver notre élan vital ? Alors, sur la première remarque, effectivement, le grand enjeu pour moi, et c'est pour ça que j'ai fait cette petite introduction peut-être un peu conceptuelle et métaphorique, comme cela a été dit, sur la complexité, c'est que comme notre cerveau a du mal avec la gestion de la complexité, on a tendance à prendre des solutions qui nous sont offertes. C'est comme ça que la publicité fonctionne, c'est comme ça qu'il y a des logiques d'influence, parfois qui créent des logiques de mauvaise graine, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure. Et c'est ce que notamment le philosophe Spinoza appelait les passions tristes, c'est-à-dire qu'on arrive à se focaliser sur des idées reçues, des attentes autres, et à ne pas aller vraiment connecter avec nos véritables aspirations. Par rapport à la seconde question, est-ce que le fait de travailler nos qualités, nos compétences, nos valeurs peut nous aider à trouver notre élan vital ? La réponse est oui, absolument. Il faut qu'on travaille sur ces attentes. Et c'est particulièrement difficile parce qu'il y a plein de choses qui nous bloquent dans ce processus. Pour résumer ça d'une façon assez peut-être simple, il y a 3 éléments fondamentaux qui nous bloquent. Le premier élément qui nous bloque, c'est que notre cerveau, sur le plan cognitif, adore fonctionner selon des habitudes. Pour une raison très simple, si on fonctionne avec des habitudes, on consomme moins d'oxygène et moins de sucre, qui sont les 2 principales sources de carburant pour notre cerveau. Parce qu'on reproduit les mêmes schémas mentaux et donc c'est plus facile. Donc c'est plus facile de reproduire des choses qu'on a fait déjà ou de s'inspirer de ce qui vient de l'extérieur en nous disant c'est ça que tu devrais faire, plutôt que de se poser des questions qui vont remettre en cause nos habitudes. Et on a des exemples de ça en permanence. Vous le savez, par exemple, je suis sûr que la totalité d'entre vous, vous utilisez un clavier qui est un clavier de ce type, un clavier AZERTY. Peut-être certains utilisent un clavier QWERTY anglophone, mais est-ce que vous savez pourquoi on utilise un clavier AZERTY ? Aujourd'hui, en 2025, on continue à utiliser des claviers AZERTY pour une raison qui est liée aux premières machines à écrire. On a éloigné les lettres qui doivent fonctionner ensemble sur un clavier pour éviter que les petits bras mécaniques qui allaient frapper sur le papier pour inscrire les caractères sur le papier ne se coincent pas comme sur la photo qui est en haut à droite. Donc, ça veut dire que très concrètement, aujourd'hui, on utilise un clavier dont la disposition des lettres est liée à des contraintes mécaniques des premières machines à écrire. Et on n'a jamais remis en cause cette habitude, alors que, évidemment, vous vous en doutez, il y a des scientifiques qui ont étudié des claviers optimisés, par exemple, pour la langue française. En français, le clavier BIPO, c'est un clavier qui est optimisé pour la langue française. Si vous appreniez, dès que vous commencez à utiliser un ordinateur, à taper avec un clavier BIPO, vous taperiez 40% plus vite que sur un clavier AZERTY. Mais malheureusement, le coût de transition entre un clavier AZERTY et un clavier BIPO est beaucoup trop important pour qu'on change nos habitudes. C'est juste une illustration concrète du fait qu'on adore les habitudes à l'échelle individuelle et à l'échelle collective, et que même quand il y a des meilleures solutions, changer d'habitude pour passer, par exemple, à un clavier BIPO qui serait optimisé pour la langue française, eh ben on ne le fait pas. Première barrière, donc, nos habitudes individuelles et collectives. Deuxième barrière, il se trouve que nous sommes, les humains, les descendants, d'êtres plutôt vulnérables dans la nature. Et la manière dont on a survécu, il y a des milliers et des milliers d'années, c'est en activant beaucoup la partie de notre cerveau limbique, la partie
de notre cerveau qui gère nos émotions, la peur. La peur comme un mécanisme de protection, comme des animaux, par exemple, dans la savane, qui sont plus vulnérables que les autres, comme les antilopes, par exemple, qui ont des sens en alerte et qui, dès qu'elles sentent ou perçoivent un frémissement quelque part, vont fuir pour pouvoir aller se protéger. Et donc nos peurs aussi nous inhibent énormément. On se dit, on risque des choses, à faire quelque chose de différent, on prend trop de risques et du coup, en fait, on vise fortement la sécurité. Notre cerveau, on a des biais cognitifs qui font que notre cerveau va avoir tendance à valoriser des solutions sécurisantes ou à activer des peurs qui vont nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Mais il y a une troisième raison. Et la troisième raison, elle est encore plus pernicieuse que ça. C'est qu'on est très mauvais pour connaître la nature de notre désir. On a du mal à savoir ce qu'on veut. Et ce n'est pas juste vous, les ados, comme ça a été écrit précédemment, c'est les individus, les humains, l'humanité en général. On a une très grande difficulté à ça. Le philosophe Spinoza, que certains d'entre vous ont peut-être étudié en cours de philosophie, ou que vous connaissez par ailleurs, disait « La plus grande difficulté de l'être humain, c'est de connaître la nature de son propre désir ». Alors la proposition, très concrète, pour vous aider dans votre orientation, pour vous aider à savoir ce que vous voulez faire, elle est très simple. C'est d'explorer et de préciser votre désir. Savoir, finalement, qu'est-ce qui vous met réellement en mouvement. Alors le mot désir, il est particulièrement intéressant. Le mot désir, ça vient de desiderata. Alors vous le savez, très certainement, on utilise pour parler des étoiles, on dit c'est sidéral. D'accord ? Et pour les anciens, les étoiles, c'était les points fixes. Donc desiderata, ça veut dire sortir de ce qui est fixe, sortir de la sidération. Desiderata, ça veut dire se mettre en mouvement. Ce qu'on cherche, c'est qu'est-ce qui nous met en mouvement. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question, justement. Ouais, je me suis permis de répondre parce qu'on nous demande effectivement comment savoir ce qu'on veut quand on a des peurs, des habitudes. Et du coup, je me suis permis de répondre, c'est la deuxième partie. On y arrive. C'est ce qu'on attaque maintenant. En fait, justement, c'est comment explorer et préciser son désir. Donc, vous avez compris, finalement, votre élan vital, la définition de Bergson, je peux la mettre, c'est l'élan vital désigne une tendance créatrice de la vie qui se développe à travers les organismes particuliers, assure la continuité de l'espèce, engendre l'évolution des êtres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, pour dire ça d'une façon très simple, c'est l'élan vital, c'est ce qui est vivant en nous, ce qui nous met en mouvement. C'est du coup vraiment cette logique de desiderata, sortir de la sidération, se remettre en mouvement parce qu'en fait, on a un élan intérieur qui nous pousse à nous développer, à croître, à être davantage vivant. Alors, juste un petit détour pour se dire, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi précisément de révéler son élan vital ? Révéler son élan vital, donc révéler la nature de son désir, ça permet de préciser nos rêves, de préciser ce qu'on appelle en prospective des futurs souhaitables. Ça permet précisément par rapport à la question de la classe de Madame Dervaux, c'est de dépasser nos peurs, de dépasser nos habitudes pour pouvoir nourrir nos rêves. Et ça permet aussi, face à des choix, par exemple, comme ça a été évoqué par l'intervenant de tout à l'heure, quand on a plein de portes qui s'offrent à nous dans l'orientation, ça nous permet d'être clair sur comment je vais prendre des décisions alignées avec nous-mêmes et de faire de nos rêves une stratégie, ce qui est une citation du philosophe Patrick Vivray qui dit « Il est temps de faire de nos rêves une stratégie », c'est-à-dire de se dire précisément « Je vais trouver ma voie parce que je sais ce qui m'anime, je sais quelle est la nature de mon désir ». C'est un peu ce que les Japonais appellent l'ikigai, ou ce qu'on appelle aussi la raison d'être. Et vous l'avez peut-être vu, le film Pirates des Caraïbes. Vous savez, dans Pirates des Caraïbes, le capitaine Jack Sparrow, il a un compas. Alors, ce qui est intéressant avec le compas du capitaine Jack Sparrow, c'est qu'en fait, ce compas, il n'indique pas la direction du nord, il indique où se trouve l'objet de son désir. Donc, quand Jack Sparrow est déprimé, il ne sait pas ce qu'il veut, l'aiguille, elle tourne en rond, comme ça. Mais quand, pour des raisons, en raison de l'histoire, de ce qui se passe dans les différents épisodes des Pirates des Caraïbes, par exemple,
S'il cherche un trésor, tout d'un coup, le compas va lui donner une direction. Ce qui rend son équipage très heureux et qui fait dire à son second, nous avons un cap. C'est exactement ce qu'on cherche ici. Ce qu'on cherche ici, c'est de dire, c'est quoi le cap? Donc, c'est une question qu'on se pose avant de se poser la question de son métier ou de son orientation. C'est une espèce de question fondamentale de, finalement, qu'est-ce qui m'anime? Comment je peux dépasser mes habitudes? Comment je peux dépasser mes peurs? Comment je peux qualifier et préciser mon désir sans tomber dans le délire. C'est-à-dire, il ne s'agit pas non plus de se dire « Ah, bah, moi, je veux être multimilliardaire » ou je veux faire ça et pas m'en donner les moyens. Je veux être cosmonaute et pas m'en donner les moyens, etc. etc. C'est vraiment préciser la nature de son désir qui correspond réellement à qui on est et pas, encore une fois, projeter un rêve irréaliste. C'est plutôt de se dire quelles sont les ressources que j'ai en moi, quelles sont les valeurs qui m'animent au quotidien, qu'est-ce qui me donne réellement de l'énergie, qu'est-ce qui me met dans la joie, qui me permet finalement de me dire, si je suis dans la joie, au sens de Spinoza, si je suis dans une dynamique d'énergie très profonde, je vais être capable de me donner les moyens de faire ce que j'ai vraiment envie de faire, et pas de ce que je projette que je devrais faire, mais plutôt de ce qui m'anime profondément avec les ressources dont je dispose. Martin, la proposition, ouais. Est-ce que du coup, alors là pour le coup c'est moi qui pose la question, elle n'est pas posée par l'audience, j'espère que ça vous servira cette question. Est-ce que ça veut dire que, je rebondis sur ce que l'un des élèves a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la quantité de choix. Est-ce que du coup, quand on réfléchit à ce cap, on est vraiment au-delà des questions de métier ou de carrière justement ou d'études, mais en fait on voit finalement au-delà et ça fait du métier, des études, du parcours en fait qu'on va mettre en place un chemin finalement dans une direction donnée. Donc on réfléchit en fait plus grand et ensuite il s'agira de ramener, et on verra ça justement avec Aurore aussi tout à l'heure, de ramener ça ensuite dans le présent et dans le concret, mais en ayant d'abord regardé plus loin. C'est exactement ça. On regarde en fait, c'est vraiment un geste prospectif, au sens où je le définissais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on se donne une orientation, on se donne un sens profond qui va nous permettre de nous projeter et justement d'évaluer les options de métier. Pour reprendre l'exemple et la question très concrète de tout à l'heure, si j'ai précisé mon élan vital, et on va voir qu'il y a deux caractéristiques fondamentales, qui est qu'est-ce qui me mobilise profondément et quelle est ma façon spécifique, unique d'agir, eh bien, je vais pouvoir en fait évaluer toutes les options qui s'offrent à moi. Un peu comme sur l'image des portes de tout à l'heure. Si, imaginons que j'hésite entre, ici sur cette image, 7 métiers différents, 7 orientations d'études, eh bien, je peux, parce que j'ai réfléchi à mon élan vital, à ma boussole intérieure, à mon compas comme Jack Sparrow, eh bien, je suis capable de dire, cette porte, elle semble plus adaptée. Et ça a aussi un avantage absolument génial, c'est que, en plus, si je ne réussis pas aussi bien que je voudrais dans cette option, je ne vais pas m'enfermer en me disant c'est un échec, c'est l'horreur, etc. Je vais pouvoir préciser ou trouver d'autres voies qui vont me permettre de continuer à nourrir ce qui m'anime réellement. Mais ça demande un travail individuel assez important qui consiste vraiment à explorer et vraiment qui porte, c'est le nom de la démarche que vous menez ici, révèle ta voix, avec les 2 orthographes. C'est vraiment, ça demande un travail qui consiste, ce qu'on appelle un travail d'introspection, c'est-à-dire se poser la question pour soi-même, de dire, OK, finalement, pourquoi je me lève le matin? Qu'est-ce qui me donne réellement de l'énergie? Alors, pour vous aider à faire ça... On a une question, Martin. Pour mieux comprendre notre situation, sur 30 élèves de Terminal Bac Pro, seuls 5 avaient pour premier choix cette orientation. Pour les autres, elle était déjà subie dès la seconde. Comment faire? On va garder cette question qui sera peut-être plutôt pour Aurore. Parce que là, on rentre vraiment dans un... Donc, c'était pour vous signaler, Monsieur Parton, qu'on avait bien vu votre question, mais on va la réserver pour Aurore. Alors, ouais, je pense que c'est effectivement, Aurore a des réponses assez concrètes par rapport à ça, mais peut-être par rapport à ce que je disais à l'instant, moi je pense que pour des élèves qui même n'ont pas choisi la filière dans laquelle ils sont aujourd'hui, rien ne les empêche et au contraire, je pense, de préciser justement vraiment la nature profonde de leur élan.
Et l'expérience que j'ai par rapport à ça, c'est que ça marche aussi bien pour des jeunes qui sont au lycée que pour des adultes qui se posent des questions sur leur carrière et qui ont à peu près la même réflexion, qui disent bah moi, ouais, ok, c'est bien beau votre truc, mais moi, aujourd'hui, j'ai ce métier-là, je ne peux pas changer comme ça du jour au lendemain, j'arrive pas, et je vois pas très bien ce que je pourrais faire avec les études que j'ai faites. À chaque fois qu'on a tenté l'expérience et qu'il y a des gens qui se sont portés volontaires pour le faire, ce qui est très intéressant, c'est qu'en qualifiant leur élan, qui ne les enferme pas dans un choix ni dans une voie, ça leur permet d'ouvrir la perspective et de se dire, OK, avec les armes que j'ai aujourd'hui, avec les contraintes que j'ai aujourd'hui, si je mets au travail cet élan, eh ben, quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi? Et en fait, ça ouvre le champ. Préciser son désir, ça donne de la liberté. Là, on rentre dans un autre champ philosophique, mais quand je précise la nature de mon désir, en fait, ça me donne de la liberté et ça me permet de voir que, OK, je suis dans cette filière ou je suis dans ce métier-là aujourd'hui, mais si je sais exactement ce qui m'anime, eh ben, je vais pouvoir transformer et catalyser ça pour aller vers peut-être une évolution dans ce même métier, trouver une orientation après une filière bac pro qui va me convenir, etc. Ça marche, on continue. Je reviendrai sur la question plus personnelle après. Finalement, il est déjà moins 20, alors je me permets d'accélérer, mais on va vous répondre. Donc, très concrètement, vous allez voir que, en fait, la question, j'ai préparé pour vous un exercice à faire, et évidemment, c'est un exercice à faire, sur la base du volontariat et en totale confidentialité. C'est-à-dire que si vous faites cet exercice pour vous et pour personne d'autre. Personne ne le ramasse, personne ne l'évalue. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est un document que vous allez recevoir. Vous ne voyez pas là sur l'écran, mais c'est un document assez long qui prend 8 étapes. Concrètement, dans ces 8 étapes, vous avez un questionnaire de 20 questions, un certain nombre d'étapes pour vous aider à révéler votre boussole et puis quelques guides pour mieux décider. Alors très concrètement, les 20 questions, je ne vais pas vous les poser tout de suite, je vais vous donner des exemples. L'idée, c'est de répondre en 20 questions à des questions assez fondamentales qui vous permettent justement d'identifier derrière les projections que vous avez faites aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui vous anime vraiment, quelles sont vos valeurs, quelles sont les choses auxquelles vous tenez vraiment. Donc, il y a une première section de questions qui parle de, finalement, qu'est-ce qui t'a construit dans la vie. Je vous donne un exemple de question. Raconte pour toi-même une expérience d'enfance où tu t'es senti complètement libre, complètement absorbé, pleinement toi-même. On a dans la section 2, donc après les 4 premières questions, des questions sur plutôt votre réalité d'aujourd'hui. Et par exemple, la question 5, c'est qu'est-ce qui te donne le plus souvent envie d'agir? Quel type de projet? Quel type de cause? Est-ce qu'il y a des causes qui te donnent envie d'aller manifester? Est-ce qu'il y a des événements auxquels tu as envie de participer? Des voyages, des passions, des éléments ou le fait simplement de te retrouver en groupe, de vivre dans la convivialité. L'idée, c'est de mettre des mots assez précis derrière ça pour trouver tes propres réponses. On a des questions qui sont même des expériences de pensée. Par exemple, cette question numéro 7, c'est si tu avais une semaine totalement libre, tu n'as aucun cours, aucun rendez-vous de médecin, aucune contrainte d'activité ou familiale, qu'est-ce que tu ferais? L'idée, dans une expérience de pensée, c'est de se projeter vraiment dans la situation pour se dire, tiens, ok, j'imagine vraiment que je suis dans cette situation, et qu'est-ce que j'en ferais de cette situation? Et là, parfois, on se dit, je ne sais pas trop, et toutes les réponses sont bonnes. Si la réponse est, je passerai une semaine dans mon lit à dormir, ok, c'est une réponse, ça vous donne une indication. Mais si la réponse est, j'irai faire un voyage, ou je partirai avec des amis à tel endroit, etc., ou j'organiserai un événement, tout ça, ça vous donne des réponses. La section 3, c'est qu'est-ce qui te touche et te relie aux autres. Donc ça peut être des œuvres d'art, une scène, une musique, une œuvre, un livre, etc. Ça peut être aussi des situations où tu t'es senti utile, fier d'avoir contribué à des choses, etc., etc. La section 4, c'est quel est le regard que tu portes sur toi-même. Donc typiquement, quand on te confie une responsabilité ou une mission, dans quoi tu penses que tu es particulièrement doué.
Pour certaines et certains d'entre vous, c'est difficile de répondre à cette question. On se dit, moi, je ne sais pas trop, justement. C'est pas grave. Si vous avez des questions sur lesquelles vous ne savez pas répondre, répondez pas à cette question. Mettez un point d'interrogation en face de la question 14 en disant, tiens, je ne sais pas répondre à cette question. Et si au contraire, vous savez précisément pourquoi les autres vous confient des responsabilités, sur quoi ils comptent, ça vous permet souvent d'identifier la qualité ou les qualités qui sont vraiment très fortes et très marquées chez vous, qu'on a parfois du mal à s'auto-attribuer. Certains vont être plus à l'aise avec cet exercice. On peut aussi se projeter dans le futur, ça c'est typiquement un exercice de prospective. Question 15 par exemple, c'est qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi dans 15 ans? Comment tu voudrais que quelqu'un d'autre parle de toi dans 15 ans? Puis dans la section 5, on n'a que des expériences de pensée, comme par exemple, une question qui est proche de la question précédente, mais un peu différente, c'est on te donne 10 000 euros. Tu as un mois complètement libéré et tu peux choisir une équipe de 10 personnes. Et là, la question, c'est qu'est-ce que tu fais? Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse. Peut-être que certains et certaines d'entre vous vont dire, moi, je monte un projet pour aller enlever les détritus de plastique dans la rivière à côté de chez moi. D'autres vont dire, je fais construire une piscine dans mon jardin. D'autres vont imaginer un événement musical. D'autres vont faire une super fiesta, vont organiser une super fiesta avec leurs amis ou pour leur lycée. C'est une question pour chaque question, vous avez une réponse qui vous est propre. Et rappelez-vous que si vous faites cet exercice uniquement pour vous-même, personne ne va vous juger. L'idée, c'est de vous aider à préciser la nature de votre désir. La question 18, par exemple, est intéressante aussi. Si tu pouvais vivre une journée dans la peau de quelqu'un d'autre, qui tu choisirais et pourquoi? Et surtout, évidemment, ici, ce qui va nous intéresser, c'est le pourquoi. Vous avez donc 20 questions comme ça, la dernière étant, si tu pouvais transmettre un message simple et court à tous les jeunes de ta génération, vous ne posez pas la question du comment. Imaginez que tous les jeunes de votre génération, ils entendent, ils ne peuvent pas avoir de distraction, ils vont entendre votre message. Un message, par exemple, sur une vidéo de 20 secondes, qu'ils entendent qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, de leur proposer, quel message vous auriez envie de passer. Et là encore, il n'y a pas de bonne réponse, il y a la réponse qui compte pour vous. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez répondu à ces 20 questions, ou pas répondu en mettant des points d'interrogation en disant je ne sais pas sur certaines questions, je vous invite à différentes étapes, vous verrez tout est décrit par le menu, à dire en vert, qu'est-ce qui te donne de la joie, en jaune, qu'est-ce qui te surprend le plus ou te semble nouveau, en bleu, qu'est-ce qui revient le plus souvent, et en rouge, qu'est-ce qui t'énerve ou t'indigne de toi-même. Tu te dis, je ne suis pas content de répondre à ça, ça ne me satisfait pas, je n'ai pas envie de ça, ou je me sens forcé à, etc. etc. Dans l'étape 3, vous allez avoir plein de questions pour vous aider à identifier le fil rouge qui tisse tout ça. Et dans les étapes 4 à 7, vous allez voir que l'idée, c'est à la fin d'arriver à formuler en une phrase qui répond à ces 3 questions, enfin qui répond à ces 2 questions avec une forme spécifique. C'est 1, qu'est-ce qui me mobilise profondément? Qu'est-ce qui m'anime vraiment au quotidien? Qu'est-ce qui fait et qui donne du sens pour moi? Et en 2, quelle est ma façon unique d'agir, c'est-à-dire quelle est votre manière d'agir au monde? Alors je précise pourquoi c'est important. Parce qu'on peut avoir la même chose qui nous mobilise, mais agir de façon différente. Vous connaissez par exemple 2 associations qui luttent pour la préservation de la planète, Greenpeace et Sea Shepherd. Eh bien, Greenpeace et Sea Shepherd sont mobilisés par l'idée de préserver la planète. Par contre, dans leur manière d'agir, Greenpeace va faire des manifestations non violentes et essayer de dénoncer les abus qui sont faits sur la planète, quand Sea Shepherd va le faire en utilisant finalement les principes de la piraterie et en s'opposant, en montant sur les navires, en essayant d'altérer, par exemple, des hélices de navires ou en empêchant les baleiniers de pêcher, etc., etc. Donc, vous voyez bien que d'un côté, et on pourrait prendre un autre extrême, on pourrait prendre WWF, qui est une association que vous connaissez certainement, qui va décider de plutôt travailler avec les institutions pour les faire changer.
C'est 3 associations qui ont la même chose qui les mobilise, le grand pourquoi qui les mobilise, et par contre des façons uniques d'agir différentes. Et ça, c'est très important. Et le 3e élément, c'est de faire en sorte que cette phrase, elle n'appartienne qu'à vous. Que ça soit une phrase unique, que ça ne soit pas un slogan de communication, mais que ça soit une phrase qui n'appartienne spécifiquement qu'à vous, parce qu'elle vous parle profondément et elle dit, ben voilà, c'est ça qui me mobilise et c'est ça qui est ma façon d'agir. Et en sachant ça, ça va vous aider, et ce sera l'objet de l'étape 8, à prendre des décisions. Parce que si vous vous dites, bah tiens, est-ce que cette option-là d'orientation, elle nourrit mon élan vital? Est-ce que je pourrais y exprimer ma façon unique d'agir? Est-ce que je sens de la joie, même s'il y a de la peur? Et bien, ça vous aide à décider. Alors, je reviens sur la question finalement. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des phrases qui sont difficilement compréhensibles par d'autres. Je vais vous donner des exemples très concrets. Il y a une femme qui est directrice d'une ONG avec laquelle j'ai travaillé. Elle dit, moi, mon élan vital, c'est quoi qu'il arrive, récupérer le marbre. Alors là, vous vous dites, ok, je comprends rien. Mais c'est normal parce que c'est sa phrase. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase? Juste pour préciser, elle est née au pied du Parthénon à Athènes. Son père a passé toute sa vie à essayer de récupérer les œuvres qui sont dans les musées anglais et français, qui ont été prises pour aller dans les musées et qui finalement appartiennent à ce monument historique qui est le Parthénon. Alors cette femme, elle ne travaille pas du tout dans le milieu archéologique, mais par contre, pour elle, récupérer le marbre, le combat de son père, c'est aussi son combat au sens de rétablir la justice. Et quand elle dit quoi qu'il arrive, ça veut dire quoi qu'il en coûte. Ça veut dire qu'elle est prête, même parfois, à faire des choses qui vont aller à l'encontre des intérêts d'autres personnes pour pouvoir rétablir la justice. Très concrètement, le métier qu'elle a choisi aujourd'hui, c'est d'animer une association qui qui évite les noyades dans la Méditerranée, des personnes qui essayent de traverser la Méditerranée sur des petites embarcations de fortune. Et donc, elle travaille avec l'association Ocean Viking. C'est assez intéressant de voir que ce métier-là, elle ne l'avait pas choisi au départ. Finalement, elle a nourri son élan de chercher à rétablir la justice dans le monde avec cette espèce de hargne et de force qui est la sienne. On a une femme qui est directrice dans un laboratoire de recherche en recherche et développement, dont l'élan vital, c'est toujours trouver la grenouille. Pour elle, ça fait référence à une anecdote de quand elle était petite, où avec sa meilleure amie, elle passait leur temps à se balader dans la campagne alentour pour retourner toutes les pierres pour trouver, jusqu'à ce qu'elle trouve une grenouille comme un trésor. Et en fait, à travers cette phrase, elle dit, moi, mon élan, c'est d'essayer de trouver des choses des trésors, des choses que personne n'a trouvées jusqu'ici, de dénicher un trésor et de le faire avec une persévérance qui fait que j'arrête jamais. Donc ça dit bien, son élan, c'est trouver des trésors, trouver des solutions, et elle le fait très concrètement dans son métier, dans la recherche et développement, en trouvant des nouvelles formules de produits, et elle le fait en persévérance, c'est-à-dire en retournant toutes les pierres, et donc avec un esprit scientifique, en éliminant toutes les options. Pour répondre à la question qui a été posée par la classe de monsieur Henri Philippe, les terminales T3, alors j'avais aucune idée qu'un jour je ferais ce métier de prospectiviste. Par contre, la manière dont je formule mon élan aujourd'hui, c'est cette phrase, qui est une phrase cryptique qui dit le fou qui respire et inspire la cité esperluette. Ça vous dit rien? Alors le fou, j'en ai déjà parlé, c'est le bouffon. C'est cette manière de faire, c'est d'être dans la provocation, d'oser dire les choses, de parler parfois des sujets qui fâchent ou de poser des questions un peu alambiquées, de ne pas prendre les gens pour des idiots et de leur proposer parfois des concepts qui sont un peu métaphoriques, comme on le disait tout à l'heure, au service de ce que j'appelle la cité esperluette, c'est-à-dire au service de permettre une cité, et l'esperluette, c'est le petit symbole typographique du « et », qui permettent de reconnaître chacun et chacune dans la diversité. Donc ça veut dire inspirer la cité, en gros. Et ça, c'est un élan. Et finalement, ce métier de prospectiviste, c'est une option parmi d'autres pour pouvoir aider à inspirer la cité. Aujourd'hui, dans mon métier de tous les jours, je travaille par exemple
essayer de trouver d'autres manières de gérer les relations géopolitiques entre la France et le continent africain, c'est une façon d'exercer mon élan, mais il y en aurait sans doute beaucoup d'autres. Donc, je vous invite vraiment à, si vous le pouvez, à expérimenter cette méthode. Elle est simple, vous avez toutes les étapes, ça peut vous prendre un peu de temps, mais c'est vraiment pour vous aider à identifier votre boussole intérieure, pour vous aider dans votre orientation. Alors attends, on nous dit, on vient de faire l'exercice sur l'élan section soins, toujours faire le mieux possible pour mieux vivre. Je partage l'idée d'un élève. Oui, alors c'est toujours faire le mieux possible pour mieux vivre. D'abord, c'est un super élan de se dire c'est ça qui m'anime dans l'éthique du care, dans le soin, dans le prendre soin de l'autre. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est trouver pour chacun et chacune d'entre vous qui êtes dans cette section soins ou métier de la santé, etc., ou métier du care, à vous poser deux questions. D'abord, comment chacune individuellement, vous pouvez vous retrouver dans cet élan collectif qui répond finalement, qui est une forme de définition des métiers du soin, et comment chacune en particulier, vous avez une manière de le penser, une manière de le vivre qui vous appartient à vous en particulier. Et c'est très important, spécifiquement dans les métiers du soin, parce que pour éviter de tomber dans le syndrome du héros sauveur ou de l'héroïne sauveuse ou sauveur ou du héros martyr, l'idée c'est toujours de se rappeler que quand on a un élan très positif au service des autres, ça nourrit quelque chose en nous. Et si vous arrivez à répondre à cette question de pourquoi moi ça me nourrit de prendre soin des autres, vous aurez une posture de soin en équivalence, une posture de soin généreuse, réellement généreuse, qui évitera que vous attendiez en fait quelque chose de caché. Et là aussi, vous voyez que parfois notre cerveau nous joue des tours. C'est-à-dire qu'on se dit je le fais pour l'altérité sans attendre rien d'autre en retour. Et en fait, quand on se raconte ça, on oublie que pour être dans une relation équilibrée en équivalence avec l'autre et ne pas être en domination, par exemple, c'est la même chose quand on parle de coopération internationale pour éviter qu'un pays domine l'autre. L'idée, c'est de se dire, en fait, je sais pourquoi moi je le fais, l'autre sait pourquoi il le fait, et donc on est dans une relation qui est équilibrée et qui permet de prendre soin. Est-ce que vous avez, il nous reste 5 minutes avec Martin avant de pouvoir continuer à échanger avec Aurore. Alors, on nous dit déjà, merci, c'est tout ce que l'on travaille. On essaye de définir le mot « je veux aider », qu'est-ce qu'il y a derrière. Les jeunes tentent d'y répondre et quel boulot. Est-ce que vous avez d'autres partages, d'autres questions, d'autres réactions? C'est vraiment le moment, n'hésitez pas. Vous voyez, on a fait un grand détour, mais moi qui connais Martin depuis longtemps et moi j'ai fait l'exercice que vous allez faire, qui est très révélateur, qui est très aidant, qui est très rassurant et qui ouvre le champ. J'ai pas envie de dire qu'on a fait un détour. Pour moi, c'est presque un chemin direct vers des questions très importantes. Mais néanmoins, ce temps de la réflexion plus large, en fait, d'abord, c'est rassurant, c'est reposant. Et effectivement, moi, je trouve qu'on a tendance à gagner du temps. Alors, dans une période où on vous presse, moi, je l'avais pris comme ça, le mot ado en majuscule, c'est qu'on vous presse à choisir des choses, alors que vous êtes quand même que des ados. Vous devriez avoir tout le temps du monde. Bon, vous êtes dans cette période, et étonnamment, ce grand questionnaire, quand on prend, franchement, ça prend une heure à faire et peut-être un peu plus de temps pour ensuite surligner, etc. Et vraiment en extraire la substantifique moelle pour rester dans la philosophie. Mais en fait, c'est un gain de temps de fou. Moi, j'ai trouvé que c'était un gain de temps de fou. Alors, je vous invite vraiment à le faire. Et si vous avez encore des questions pour Martin, s'il y a des choses par rapport au questionnaire. Alors, les questionnaires, déjà, on va vous l'envoyer. Je pense que c'est Édifice qui va vous l'envoyer. Margot, tu confirmes? Et on vous le mettra à disposition dans la bibliothèque. Voilà. Et on a la classe de Henri-Philippe qui nous demande comment on peut connaître ses propres qualités. Et il nous reste 3 minutes, Martin, avant de donner la parole à Aurore. Oui, alors comment connaître ses propres qualités? Ce qui est très intéressant, c'est quand on a du mal à identifier ses propres qualités, on peut se fier, ou en tout cas commencer par s'inspirer
ce qu'on voit dans la section 3, là, sur ce qui vous touche et vous relie aux autres, et notamment de vous poser la question de qu'est-ce qui anime vos émotions, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous donne profondément de la joie, qu'est-ce qui génère de la colère chez vous. On pense souvent que la colère, c'est négatif. En fait, c'est juste, prenez ça comme un indicateur. S'il y a de la colère chez vous, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient vous toucher. Et derrière cette joie ou cette colère, il y a des qualités. Vous avez également vos profs qui peuvent vous aider à identifier vos qualités, parce que les profs, c'est aussi des super ressources pour nous aider à nous dire, regarde, en fait, là-dedans, tu es doué. Et puis, vous avez tous vos amis, votre famille autour de vous. Quand ils vous confient une responsabilité, en fait, ils reconnaissent, même s'ils ne le disent pas, même si c'est des gens un peu taiseux, etc., ils reconnaissent des qualités chez vous. Et vous pouvez également vous aider de listes de qualités pour essayer de vous y retrouver. La dernière piste que je vous donne là-dessus, c'est une piste qui est hyper utile et qui a été développée par de nombreux psychologues, c'est identifier, si vous avez vraiment du mal, je vous invite à identifier une liste de héros. Les héros de vos enfances, vos héros, par exemple, familiaux aussi, les héros de vos héros actuels, donc les héros que vous aviez quand vous étiez tout petit, vos héros actuels, des gens vivants ou morts ou des personnages de fiction dans lesquels vous projetez, et en face de chaque nom, d'écrire les qualités de ce héros. Et ensuite, de partir du principe que vous avez ces qualités et de vous dire, vous partez de l'idée que vous avez ces qualités et en face, vous mettez, du coup, moi, j'ai cette qualité parce que Et à la fin, peut-être que vous aurez listé 10 qualités, il y en a dans lesquelles vous ne vous reconnaîtrez pas, mais je vous assure que vous trouverez au moins 3 qualités dans lesquelles vous serez capable de vous reconnaître, même si elles ne sont pas aussi amplifiées que certains super-héros ou autres, vous allez les identifier. Et par rapport à ceux qui sont dans les métiers d'aide, puisque j'ai vu qu'il y avait 2 fois la question, je vous invite à identifier les héros de l'aide pour vous, d'identifier à la fois leurs qualités, mais aussi potentiellement leurs défauts, pour les faire descendre de leur piédestal et vous donner la possibilité, vous, de vous projeter dans ces qualités et de vous dire, ouais, moi, en fait, je suis capable et je sais pourquoi je le fais. Et Martin, dernière question en moins d'1 minute, je suis désolée. Une fois que les élèves auront répondu aux questions, comment peuvent-ils faire un bilan pour les aider à leur orientation? Super important puisqu'on leur laisse le questionnaire. Eh ben, dans la section 8, en fait, donc, vous avez formulé l'élan vital section 6, vous avez une étape 7 pour vérifier et partager, et puis une étape 8 qui est comment, par rapport à ça, je peux prendre des décisions, et par rapport aux différentes options, par rapport à ce qui m'est proposé, notamment par les conseillers d'orientation ou les idées que j'ai en tête, d'évaluer ces différentes options à l'aune de votre élan vital pour pouvoir choisir une orientation qui vous correspond aujourd'hui, en ayant en tête que de toute façon, et ça c'est le prospectiviste qui parle, il n'y a aucun des choix que vous allez faire aujourd'hui qui vont vous enfermer à vie. C'est des pistes pour démarrer, et si votre élan, et si vous êtes en conscience et que vous renouvelez la conscience de votre élan vital tout au long de votre existence, vous allez avoir une vie, une carrière professionnelle et une vie personnelle qui va être extrêmement riche, extrêmement nourrie et qui va vous ouvrir plein de portes que vous n'imaginez pas encore aujourd'hui. Merci beaucoup Martin pour ce partage. Si tu veux, tu restes avec nous, tu es le bienvenu. On va donner la parole maintenant à Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Alors, ce que Martin Serralta vient de vous présenter, c'est un outil de connaissance de soi. Et la connaissance de soi, c'est vraiment un élément très important pour choisir son projet d'orientation. Apprendre à se connaître, ça fait partie de ce qu'on appelle les compétences à s'orienter. Alors, il n'y a pas que ça, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Il y a aussi le marché du travail, la connaissance des formations. Et puis évidemment, je vais revenir après sur la question de Monsieur Patron, mais effectivement, il y avait l'idée aussi de la réalité des procédures d'orientation qui fait qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut de toute façon. Donc il y a effectivement tous ces éléments-là. Mais donc dans l'aspect connaissance de soi, il y a plusieurs choses. Donc là, Monsieur Serralta vient de vous parler de l'élan vital. En général, on définit, c'est multifactoriel, mais on définit les centres d'intérêt. Alors les centres d'intérêt, ça va être le sport, c'est des exemples, informatique, les animaux, etc. Il peut y avoir les compétences. Donc là où je suis fort, par exemple en langue, en maths, je suis particulièrement fort pour manipuler des petits objets, pour dessiner, etc. Ça fait partie des choses qu'on prend en compte. Les conditions de travail, j'ai envie d'être tout le temps dehors, de bouger, ou au contraire, j'aime bien être posée dans un bureau.
et il y a les valeurs professionnelles. Les valeurs professionnelles, ce sont les principes qui vont guider vos choix et guider vos actions. Alors, je vais vous donner des exemples de valeurs professionnelles. Ça peut être par exemple vouloir gagner beaucoup d'argent, vouloir décider par soi-même, que les gens ne décident pas à votre place, ou au contraire décider pour tout le monde, manager des équipes par exemple, vouloir aider les autres, vouloir être en contact, etc. Tout ça, c'est des valeurs. Et les valeurs, c'est vraiment très important parce que c'est ça qui va déterminer votre engagement et votre motivation. C'est ça qui va déterminer l'énergie que vous allez mettre dans vos actions et dans vos choix. Donc c'est là qu'on peut faire le lien avec l'élan vital dont vient de vous parler Monsieur Serralta. Donc je vous partage une petite présentation. L'élan vital, ça va être ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne l'envie d'avancer. On peut déterminer ça comme le moteur, par exemple. Les valeurs, ça va être ce qui est très important pour vous, ce qui compte pour vous, et c'est ça qui va vous donner le sentiment d'être au bon endroit, d'être à votre place. Et quand on arrive, donc on peut dire que ça va être le volant, le guidon, l'élan vital, le moteur. Et donc les valeurs, elles vont cadrer en fait la direction dans laquelle vous allez mettre votre énergie qui provient de votre élan vital. Quand on va aligner les deux, l'avantage, c'est que non seulement vous allez pouvoir prendre du plaisir dans ce que vous allez faire, mais en plus, ça va vous donner de la motivation dans le long terme. C'est ça qui va vous permettre de rester accroché à ce que vous avez choisi de faire longtemps. Alors, les valeurs, c'est très important de les connaître, parce que contrairement, on a vu tout à l'heure, il y a plein de choses, les compétences, les centres d'intérêt, etc. Les valeurs, c'est ce qui va être le plus stable dans votre personnalité, dans vos choix. Les valeurs, en fait, elles changent assez peu au fil de notre vie. Quand on est tout petit, c'est les mêmes valeurs qu'on a quand on est adulte, ce qui n'est pas toujours le cas des centres d'intérêt. D'où les difficultés, évidemment, je reviens à la question de tout à l'heure, de choisir une voie professionnelle en 3e, alors qu'en fait, nos centres d'intérêt, ils sont encore en évolution. Donc les valeurs, pour le coup, là, c'est ça qui va vous permettre de durer dans le temps, parce que ça change assez peu. C'est donc très important de les connaître. Il faut savoir que les valeurs, c'est des concepts qu'on étudie depuis les années 50. Donc on connaît très bien ce champ-là. Grâce à ça, il y a eu tellement d'études de fait que du coup, on a des outils qui permettent de mieux connaître ces valeurs. Ça a été étudié et les outils qui existent, ce sont des outils qui sont scientifiquement étalonnés. Étalonné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez répondre à un test, par exemple, sur les valeurs professionnelles, vos réponses, on les compare aux réponses des personnes comme vous. Par exemple, une jeune fille de 16 ans qui est en première technologique, l'ensemble, à la moyenne des réponses de ce public-là, vous, peut-être, votre réponse, vous avez un score beaucoup plus important sur telle ou telle valeur. C'est ça qui permet de dire, excusez-moi, je m'égare, ça qui permet de dire, dans le questionnaire que tu as passé, on sait que toi, tu t'intéresses particulièrement à l'altruisme parce que tu as beaucoup plus répondu telle et telle question que les personnes de ton âge en général. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est des outils qui vont vous permettre, là aussi, d'apprendre à mieux vous connaître puisqu'on sait que c'est des éléments qui sont essentiels. Alors, il y a plusieurs façons, on en revient à la question de tout à l'heure, comment faire le bilan du coup pour faire ses choix d'orientation. Il y a plusieurs façons de mieux connaître ses valeurs. Je rejoins complètement Martin Serralta sur le fait que, globalement, tous les adultes qui vous entourent vous connaissent bien, ils vous observent au quotidien, ils vous voient grandir. Les enseignants, ils vous voient tous les jours en classe. Ils sont tout à fait capables de vous aider en disant, par exemple, toi, dès qu'il y a un travail de groupe à faire, tu adores ça, tu es toujours celui qui prend un peu le relais, etc. Toi, tu dois avoir comme valeur la collaboration. Ou au contraire, toi, dès qu'il y a un élève qui est en difficulté, tu vas prendre du temps pour aller l'aider. Visiblement, dans tes valeurs, tu as l'altruisme. Donc, vous pouvez faire confiance à la plupart des adultes qui vous entourent, qui, eux, ont plus d'expérience pour définir ces valeurs et qui vous connaissent bien parce qu'ils vous voient grandir, ils vous voient au quotidien. Il y a également, évidemment, les psychologues de l'éducation nationale, les PsyEN. Alors, les PsyEN, vous en avez dans vos établissements. Il y en a également dans les CIO, les centres d'information et d'orientation. Et eux, c'est sûr que par rapport aux enseignants, ils ne vous voient pas du tout au quotidien. Ils vous connaissent parfois pas du tout. C'est la première fois qu'ils vous voient quand ils vous rencontrent. Mais ils ont d'autres outils pour vous guider. Souvent, le premier outil du PsyEN, ça va être l'entretien. Pendant cet entretien, le ou la PsyEN va vous poser des questions qui vont vous permettre de faire ce qu'on appelle une introspection. Ça va vous permettre de réfléchir sur vous-même, des questions que vous vous étiez jamais posées. Ah oui, ça rejoint un petit peu aussi le questionnaire de Martin Serralta qu'on a vu tout à l'heure, des questions que vous étiez jamais posées, vous dites oui, effectivement. Donc, avec toutes ces questions-là, il peut aussi vous aider à définir ce qui compte le plus pour vous. Et puis, en tant que psychologue, ils ont le droit de passer ces fameux outils étalonnés dont je vous parlais tout à l'heure.
Alors, c'est des outils qui ne sont pas gratuits, donc c'est vrai que tous les psychologues ne les ont pas forcément. Mais voilà, ça vaut toujours le coup de demander si c'est quelque chose que vous avez envie de creuser en entretien voilà, avec le psychologue. Ça existe, des tests pour définir ses valeurs professionnelles, donc c'est important. Et enfin, il existe également des ressources comme les ressources de l'ONICEF. Donc sur les ressources de l'ONICEF, on va vous proposer plein de choses plus larges que les valeurs. Il y aura les valeurs, bien sûr, il y a aussi les centres d'intérêt, vos qualités, on parlait tout à l'heure des qualités, il y a aussi des outils à disposition pour vous aider à creuser ces questions-là. Et il existe maintenant la plateforme Avenir, qui est à disposition dans la plupart des établissements. Sur cette plateforme Avenir, il y a notamment une activité qui s'appelle Identifier ses valeurs professionnelles, dans la fameuse partie connaissance de soi, qui est très importante pour s'orienter. Et c'est une activité que vous pouvez faire en classe. Donc dans la continuité de cette vidéo et de ce projet Révèle ta voix qui va s'étaler sur toute l'année, vous pouvez également, avec vos enseignants, enfin je parle plutôt aux enseignants du coup, vous pouvez mettre en action avec vos élèves éventuellement ce genre d'activité en classe avec eux. Et enfin, si vous avez besoin d'accompagnement, quel qu'il soit, voilà, vous pouvez tout à fait vous rendre dans les CIO d'Académie d'Amiens ou les CIO de Lille. Comme vous le voyez sur la carte, il y en a sur tout le territoire, donc il y en a toujours un à côté de chez vous. Voilà, en dehors de l'établissement, vous pouvez également passer par les CIO si vous en avez besoin. Alors pour revenir à la question de tout à l'heure, c'est vrai que c'est la question de M. Parton. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a ce qu'on rêve de faire et puis après il y a la réalité des choix, des moments où on doit faire les choix alors qu'on n'est pas prêt, des procédures d'orientation. Alors, dans le cas spécifique de cette terminale, alors je ne sais pas du tout de quelle terminale il s'agissait, mais on va dire, imaginons que c'est une terminale du milieu industriel et qu'au niveau des valeurs, vous avez des élèves qui sont plutôt dans le côté j'ai envie de gagner de l'argent, par exemple. Ah voilà, c'est bac pro commerce. Bon, imaginons que du coup, pro commerce, alors voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, ça va être individuel. Parmi les 25 et quelques élèves qui ne sont pas à leur place dans ce bac pro, pour quelles raisons ils ne sont pas à leur place? Et du coup, en fonction de cette raison, on peut réfléchir à différentes choses. Si leur truc, c'était plutôt d'aller dans le social, ils peuvent tout à fait travailler dans des commerces où, je ne sais pas, les commerces d'économie sociale et solidaire, par exemple. Enfin, il y a toujours un moyen, pas toujours, en tout cas, les PsyEN peuvent essayer de trouver des orientations qui permettraient de concilier leurs valeurs avec la voie qu'ils ont choisie. Et après, surtout par rapport au stats qu'on a eu au début par Déborah, le fait qu'effectivement, on est un peu perdu, on ne sait pas ce qu'on veut faire, surtout quand on est ado, faut vraiment aussi vous enlever un poids par rapport à ça. On est obligé de vous demander de faire des choix. La maturation vocationnelle, l'âge auquel on sait, on se connaît à peu près bien et qu'on sait à peu près ce qu'on a envie de faire, c'est plutôt début vingtaine, 23, 24 ans, 25 des fois. Donc c'est complètement normal au lycée de ne pas trop être sûr, de ne pas savoir. Et rassurez-vous, il y a plein de moyens de se réorienter. De l'enseignement supérieur, par exemple, on peut assez facilement passer d'une voie à l'autre. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour avoir de bonnes chances de se réorienter dans ce qu'on a envie de faire, si jamais on change d'avis ou si jamais on ne se plaît pas là où on est, il faut quand même ne pas avoir trop des mauvaises notes. Donc ça, j'en reviens aussi avec M. Parton, là, ça peut être bien aussi de faire le point avec vos élèves sur pourquoi ça ne va pas et qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Et en fonction de pour chacun, parce que ça va être très différent selon chacun, en fonction de leur projet, le PsyEN ou les enseignants qui s'y connaissent également, les profs principaux, là, du coup, ils peuvent aussi aider les élèves à dire, du coup, par rapport à ce que tu as choisi, essaye au moins d'avoir des bonnes notes dans telle et telle matière. C'est clair que quand on n'est pas à sa place, qu'on a une perte de sens, on en revient à l'élan vital de M. Saralta, quand on n'a plus de sens, il n'y a plus de motivation. S'il n'y a plus de motivation, il n'y a pas des bonnes notes. S'il n'y a pas des bonnes notes, on ne va pas pouvoir choisir la voie d'orientation qu'on avait décidée. Donc ça peut être bien aussi de leur dire, ok, tu n'es pas à ta place, tu n'aimes pas ce que tu fais, mais essaye au moins de garder bonnes notes dans telle et telle matière, parce que ça, c'est des matières importantes pour aller vers tel projet par la suite. Et ça peut être un moyen d'essayer de se raccrocher, pas surtout parce que c'est pas évident, mais au moins sur des choses qui vont permettre d'évoluer dans autre chose après. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que vous avez des questions pour Aurore? Des questions sur, je ne sais pas, sur ou des difficultés que vous avez rencontrées, peut-être qui, encore une fois, qui mériteraient d'être levées grâce aux connaissances d'Aurore, des outils et des personnes ressources, des dispositifs. Et sinon, on sait du coup que vous avez déjà donné pas mal de réponses là-dessus.
Ben, je crois qu'il n'y a pas de questions. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que vous me confirmez qu'il n'y a pas de questions chez vous? Est-ce que vous avez besoin de clarifier des points, préciser des points? Bon. Ben, il semblerait que ce soit OK. Il semblerait que ce soit OK. Margot, est-ce que je te laisse le mot de la fin ou est-ce que je conclue? Bon, ça marche. Bon, bah déjà, merci encore une fois à tous et à toutes pour ce moment tous ensemble. On espère que ça vous aura aidé. On vous rappelle que cette rencontre lançait le projet Révèle ta voix et que du coup, ça ne s'arrête pas là. C'était vraiment la rencontre de lancement. Donc, si vous voulez continuer à explorer ce qui fait sens pour vous, vous pouvez participer au podcast qui, du coup, est une proposition, donc vous l'aurez compris, en fait, à produire des podcasts. Mais dans le principe, c'est d'aller rencontrer des pros et de découvrir comment, dans une filière, on peut vraiment mettre ces actions, ces valeurs en action. Donc, c'est intéressant aussi de rencontrer des pros parce que toutes les questions que vous vous posez, soit par rapport à une filière, soit même de manière générale à un parcours professionnel, c'est des personnes à qui vous pouvez poser ces questions-là. Ça a au moins le mérite d'être une expérience de vie. Martin vous disait tout à l'heure qu'il n'avait pas prévu d'être prospectiviste. Aujourd'hui, il l'est et il est très, très heureux et vraiment aligné avec ce qu'il veut faire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ce podcast, c'est une bonne occasion de solliciter des pros. Vous pouvez aussi vous inscrire au concours d'éloquence pour prendre la parole et défendre votre vision à vous, du métier ou du parcours qui vous motive. Voilà, et merci pour ce parcours Révèle ta voix. Merci Martin, merci Aurore, merci Édifice, merci les enseignants et merci les jeunes pour vos questions. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.